Bonjour à tous, donc moi je suis médecin généraliste dans le Val-de-Marne. Je vois des patients tout venant et quelques enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement, mais pas, voilà, sans spécialisation dans ça. Mais par contre, j'ai réalisé beaucoup de travaux pour faire valoir l'expertise de la médecine générale et le rôle du médecin généraliste dans les troubles du neurodéveloppement. Je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer sur le sujet. Alors, simplement parce que c'est une question qui m'a été... C'est des interventions que j'ai beaucoup en congrès, et la dernière fois, on m'a demandé de refaire un petit point. Donc, je vais juste passer vite, mais on va juste parler un tout petit peu du développement du cerveau, parce que je pense que ça va éclairer, en fait, les interventions précédentes. Donc, simplement, le neurodéveloppement, en gros, c'est la mise en place de réseaux au niveau du cerveau qui vont impliquer petit à petit le développement de fonctions cérébrales, la motricité, la vision, l'audition, dès le plus jeune âge, et ce, même avant la naissance, puisqu'on sait maintenant que au niveau d'un fœtus, on voit qu'il réagit au bruit et à la lumière. Donc simplement, là, vous voyez le cerveau. Et puis, ce qu'il y a d'intéressant dans ce que je voulais vous montrer, vous voyez, c'est l'image de droite sur laquelle, globalement, on a un circuit neuronal qui est assez pauvre à la naissance, même si le cerveau s'est bien complexifié, vous voyez, complexifié. Et à 15 mois, on va avoir beaucoup plus de connexions synaptiques. Donc, le système va se développer à toute vitesse, en fait, entre la vie fétale et puis les 2 ans de vie, ce qu'on appelle les 1000 jours. Vous savez, le concept des 1000 jours dont on vous parle tout le temps, c'est justement ça, en fait. Donc la plasticité cérébrale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est la capacité des cellules du cerveau, donc cette période des 1000 jours dans laquelle on a vu que les circuits neuronaux pouvaient modifier leur structure et leur mode de fonctionnement par rapport à des stimuli. Donc on sait que dans le développement normal du cerveau, il y a une plasticité naturelle qu'on va utiliser, et ça vous l'avez appris pour beaucoup d'entre vous, par exemple dans un AVC, on sait qu'il faut intervenir tôt parce qu'on a une lésion et que cette plasticité-là, après, elle disparaît. La construction cérébrale, le cerveau, c'est un espèce d'organe totalement hyperactif qui a 100 milliards de cellules, qui a des réseaux et circuits, plus d'1 million de milliards de synapses et de connexions, avec une activité électrique particulièrement intense pendant la période de l'enfance. Et donc, si je vous montre un tout petit peu comment ça marche les 1000 premiers jours de vie au niveau des connexions du cerveau, on a le phénomène qu'on appelle la redondance synaptique. Donc, vous voyez, en fait, il va y avoir plus de connexions neuronales que nécessaire et pendant le développement. Et petit à petit, seulement les circuits qui vont être utilisés vont rester en grandissant. Au bout des 1000 jours, on aura une espèce de stabilisation des circuits, et donc il y aura moins de connexions parce qu'on a utilisé tel ou tel mode de fonctionnement pour apprendre. Donc il faut bien retenir qu'en fait, le développement d'un enfant, avec un neurodéveloppement ou sans, c'est un processus qui est dynamique, qui va entraîner une série d'étapes, et que tous les domaines sont en fait interdépendants. C'est pour ça, on va y revenir après. Ce qu'on vous a présenté avant, on a classifié avec des diagnostics catégoriels le neurodéveloppement, mais en fait, les compétences, tous les domaines du développement sont interdépendants, sensorimoteur, cognitif, socio-affectif et la communication. Et donc, pour maîtriser les compétences, on va avoir des compétences simples, comme par exemple sentir, bouger le bras, etc. Ça va mobiliser des compétences cognitives très complexes, de haut niveau, qui sont toutes, en fait, très intriquées. Et c'est pour ça, globalement, initialement, on est parti sur ce DSM qu'on continue d'utiliser, qui sont les troubles du neurodéveloppement qu'on vous a présentés avant. Mais en fait, c'est avant tout une déviation dont on doit parler dans la trajectoire de développement, avec une très grande hétérogénéité et en fait beaucoup de chevauchements. Je ne sais pas si vous avez des enfants, que vous avez déjà vu forcément vu la prévalence, vous avez tous déjà vu des enfants qui ont un TND, puisqu'on est autour de 10 à 15% des enfants, et vous avez pu constater que souvent, un enfant qui allait développer, par exemple, un trouble de l'apprentissage ou une dyslexie, quand on reprend l'historique de l'enfant, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a eu un léger retard à la marche, ou qu'il peut y avoir eu des difficultés dans certains développements moteurs ou autres, et qu'en fait, on a une spécificité sur le neurodéveloppement, et tout est finalement très intriqué, même si on a voulu catégoriser ce DSM-5, qui est aujourd'hui un peu remis en question aussi dans l'approche qu'on en a. Avoir en tête qu'en fait, les troubles du neurodéveloppement, c'est des maladies complexes qui associent des troubles dans plusieurs domaines, avec effectivement, comme je vous le disais, 10 à 15% des enfants, et qui vont être responsables de troubles de l'orientation qui vont avoir un impact sur l'intégration dans la société des adultes
que vont devenir les enfants. On parle beaucoup des enfants, mais en fait, ça concerne tout autant les adultes. Les facteurs de risque, je vais passer vite, mais simplement avoir en tête que le principal facteur de risque que nous, on va rencontrer en soins primaires, ça va être les toxiques, les médicaments. Bien sûr, la présence dans la fratrie d'un enfant souffrant de TND, on aurait tendance à se dire, bon, bah, eux, quelque part, ils ont eu leur part, ils ont un gamin qui a un autisme, et ce serait vraiment terrible que le deuxième l'ait, mais en fait, on sait que le deuxième enfant aura un risque très augmenté de troubles du neurodéveloppement et que c'est un des premiers facteurs de risque. Avoir aussi bien en tête que les enfants, notamment les grands prématurés, ont un taux de troubles de neurodéveloppement qui est très élevé. Pourquoi est-ce qu'on vous parle ici d'intervention précoce? Pourquoi est-ce qu'on veut intervenir de façon précoce? À un moment, il y a eu des fausses informations qui ont été données, notamment sur le groupe de travail dans lequel j'étais à la HAS. Un trouble une trajectoire neurodéveloppementale typique, globalement, ça va être on acquiert une compétence puis une autre, et en gros, ça va devenir de plus en plus complexe. Quand on a un trouble, on va finalement se décaler sur cette trajectoire développementale, sauf qu'il va y avoir un effet cascade qui fait que si je commence à avoir un retard dans un domaine, ça va s'entraîner sur d'autres domaines. Et donc, ce qu'on veut, c'est une intervention précoce, comme on le disait, à la fois parce que la plasticité cérébrale va donner un maximum de chances individuelles, et aussi pour arrêter l'effet en cascade et le surhandicap des enfants. Donc, c'est vraiment cet enjeu-là, cette petite pyramide-là, c'est quelque chose qu'on peut expliquer aux parents, et qu'on peut expliquer aux parents de façon simple, c'est-à-dire qu'on ne va pas guérir un enfant qui a un TND, un trouble du neurodéveloppement ne guérit pas. Si c'est effectivement un trouble du neurodéveloppement, il peut y avoir des faux diagnostics, mais on ne guérira pas d'un autisme, d'un trouble des apprentissages ou autre. Par contre, on va pouvoir aller optimiser par la prise en charge la plus précoce possible le développement de cet enfant pour éviter cette cascade et lui permettre une trajectoire neurodéveloppementale optimale. Voilà, et c'est ça qu'on vise. Voilà. Donc, repérer précocement dans les 1000 premiers jours, et c'est pour ça qu'il y a eu toute une campagne sur le repérage précoce, c'est pour ça qu'on a mis à disposition des outils, c'est pour ça qu'on essaye d'insérer ça dans le carnet de santé aujourd'hui, c'est parce qu'on sait qu'on aura, comme on le disait juste avant, cette période de plasticité cérébrale maximum, qui doit permettre en premier un diagnostic catégoriel et en deuxième un diagnostic fonctionnel, en premier un diagnostic fonctionnel et en deuxième un diagnostic catégoriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un enfant qui a 18 mois va avoir des écarts, vous savez, il va y avoir des écarts, par exemple, il ne marche pas à 18 mois et puis il ne pointe pas du doigt. On est inquiet sur cet enfant parce qu'on a deux drapeaux rouges. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le carnet de santé, enfin, vous vous rappelez très bien en fait, dans le carnet de santé tel qu'il est pensé, il y avait des âges avec des scores de développement qui en fait étaient plutôt une espèce de médiane, mais qui ne donnaient aucune indication en tant que médecin sur est-ce que finalement le fait qu'ils ne tiennent pas assis seuls à 9 mois, est-ce que ça doit me faire m'inquiéter ou pas? Et on a changé le carnet de santé dans son approche pour dire que à partir de tel âge, s'il ne s'assoit pas tout seul, c'est un drapeau rouge. C'est un drapeau rouge qui doit me faire dire je vais être particulièrement vigilant sur le développement de cet enfant, voire je vais enclencher de la rééducation précoce. Alors, il y a deux signes dans deux domaines différents, parce que ne pas s'asseoir et en même temps, par exemple, ne pas prendre des petits objets sur la pince pouce index. Enfin, voilà, il y a c'est des items qu'on a travaillés en groupe de travail, mais le but, c'est d'aller plutôt vers les drapeaux rouges qui permettent aux professionnels de santé de ne pas rassurer à hauteur des parents, mais au contraire de ne pas s'inquiéter par erreur. Et le diagnostic fonctionnel, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que finalement, si j'ai un enfant qui coche ces drapeaux rouges, je ne vais pas forcément chercher d'emblée à le classifier dans la classification DSM-5, et c'est quelque chose auquel les parents se raccrochent beaucoup, cette classification. Est-ce qu'il est autiste? Est-ce qu'il a un TDAH? Est-ce qu'il va avoir un... Voilà. Ils veulent ce diagnostic, et on les comprend, vraiment on les comprend. Ce qu'on doit malgré tout leur expliquer, c'est que le temps du diagnostic catégoriel pourra être long, parce qu'il va pouvoir nécessiter parfois des centres ressources du niveau 2, du niveau 3, sur lesquels on sait qu'on a des délais extrêmement longs, mais que le diagnostic catégoriel ne doit en aucun cas retarder la prise en charge précoce de l'enfant pour intervenir, pour que sa trajectoire de neurodéveloppement rattrape et que là, il soit au maximum, comme je vous montrais tout à l'heure, pour empêcher l'escalade et le risque de perte de chance de cet enfant. Et simplement, donc on va venir au sujet d'après, un des acteurs clés en fait, du neurodéveloppement de l'enfant et de son développement synaptique, et par rapport aussi aux redondances dont je vous montrais, parce que le cerveau est en construction en permanence, c'est réellement le parent.
et les enjeux importants qu'on a dans les programmes qui sont mis en place, alors peut-être sur l'Occitanie, je ne sais pas, mais sur d'autres régions que je connais bien, voilà, dans le Nord, et qui permettent, qui ont montré que la guidance parentale, quand on a des troubles du neurodéveloppement, quand on a une inquiétude sur le neurodéveloppement d'un enfant, sur comment aussi que le parent soit acteur de l'accompagnement de cet enfant, avait un impact très significatif aussi sur la santé mentale des parents et sur le développement de l'enfant. Et de façon globale, aujourd'hui, à l'heure où il y a énormément de fausses informations, où il y a une surexposition aux réseaux sociaux, aux écrans, où les parents sont aussi de moins en moins disponibles en temps pour les enfants, c'est à mon avis quelque chose qui est vraiment à penser aussi dans le cadre du développement d'un enfant. Hop. Alors simplement, là je vais passer vite, mais globalement, comment est-ce que ça se passe quand on a un doute en consultation, normalement, le parcours tel qu'il est pensé, même si franchement je ne suis pas là pour faire la com du ministère sur les PCO, chez moi elles ne marchent pas, elles sont saturées, et quand j'en vois, ça ne répond pas sur ma trajectoire. Donc en fait je passe des coups de fil au CAMS du secteur. Néanmoins, le parcours tel qu'il devrait être pensé, c'est vous repérez un trouble en consultation, vous avez un drapeau, vous avez des doutes, vous envoyez le dossier, donc vous avez un doute sur le carnet de santé, vous remplissez cette grille de repérage qui en fait est quasiment la même sur Via Trajectoire, ça envoie à la PCO, et la PCO peut orienter soit dans des centres CAMS, CMP, soit vers des thérapeutes libéraux et qui conventionnent, ce qui permet aux parents d'être pris en charge pendant au moins 1 an sur des prises en charge. Par exemple, la psychomote, qui, vous le savez, n'est pas remboursée et qui peut coûter très cher aux familles. Alors voilà, on est globalement sur le parcours de l'enfant. Simplement avoir en tête que nous, on n'est déjà pas la première ligne de l'enfant. Le parcours de l'enfant, c'est avant tout l'école, c'est avant tout le mode de garde, c'est avant tout le lieu de vie. Et donc tout l'enjeu, si on veut avoir une prise en charge la plus précoce possible, de bien comprendre que la prévention éducative, elle va se passer en dehors de chez nous, et qu'en fait, nous, on est la première ligne de soins, et que derrière, on aura bien sûr tout le relais en incluant le champ sanitaire et médico-social. Et je vous ai mis ce schéma parce que j'étais intervenue dans ce congrès une fois avec un médecin, avec un responsable ministériel sur la délégation au handicap qui avait fait ce schéma, qui l'avait dit très simple. Et je trouvais ça très intéressant de vous le montrer parce que quand le ministère de l'Éducation nationale trouve ça très simple, ça c'est ce à quoi est confronté un enfant qui va avoir besoin d'une scolarité et à quoi nous, en tant que médecins traitants, on est censé savoir répondre avec tous ces acronymes, et ça date d'il y a 2 ans, donc je ne sais même pas si c'est encore à jour aujourd'hui, les PIAL, les UEMA, les UMA, les CESAD, et en fait, finalement, les parents se retrouvent dans un système extrêmement complexe. Et nous aussi, en tant qu'accompagnants de la famille, on va devoir finalement débrouiller des choses. Et néanmoins, on va le montrer après, mais cette perte de chance qui est liée à la complexité du système aussi éducatif pour l'enfant qui a un trouble du neurodéveloppement et le manque aussi d'interlocuteurs au niveau de la santé scolaire est très probablement aussi très défavorable. Donc là, je vais vous présenter simplement un article qu'on avait fait avec plusieurs internes, qui étudiait les facteurs associés à la qualité de vie des parents atteints de troubles du neurodéveloppement. Donc on a globalement, pour faire cette étude, on a utilisé un questionnaire validé de qualité de vie, qui avait été réalisé, c'est le Parental Development Disorders Quality of Life par Rice en 2011, et qui permettait de mesurer l'impact perçu par les parents des troubles de l'enfant sur la qualité de vie familiale, donc avec une évaluation avec plusieurs items sur lesquels on avait globalement une échelle de Likert, et puis une question spécifique sur l'auto-évaluation globale de leur qualité de vie. Je vais vous passer un peu vite, mais globalement, on avait plusieurs scores. Un score émotionnel avec le score de stress, souci, impatience, perte de morale, trouble du sommeil, sentiment d'impuissance. Un score adaptatif, c'est-à-dire quelle est l'influence des troubles de l'enfant sur le temps, sur la relation avec la famille, les relations sociales et professionnelles, et le sommeil encore. Et puis on avait le score global dont je vous parlais, qui était la somme des scores émotionnels plus adaptatifs. Est-ce que finalement ça avait peu d'impact ou énormément d'impact ? On a l'auto-évaluation à la fin qui était d'économiser en 2 classes. Est-ce qu'elle était dégradée ou peu dégradée, puisqu'on a réuni les facteurs. Et ce qu'il y a d'intéressant, bon, voilà, on a ensuite recherché en analyse multivariée
les facteurs qui influençaient les différents scores. Donc le score émotionnel dont je vous parlais, l'anxiété, les troubles du sommeil. Ce qui a influencé le plus, c'était le niveau d'études. Alors, ce qu'il y a d'intéressant dans cette étude, et ça nous a surpris, mais en fait, on l'a retrouvé ensuite dans d'autres études de sociologie, c'est que contrairement à ce qu'on aurait pu attendre, le niveau d'études influençait, mais c'était les catégories socio-professionnelles supérieures qui avaient le plus d'impact sur leur score émotionnel quand ils faisaient face au handicap d'un enfant. Et ça, en fait, quand on regarde les travaux de sociologie, c'était retrouvé effectivement dans d'autres études, et c'est aussi l'attente sociale très élevée de parents de catégories socio-professionnelles plus élevées par rapport à la réussite de l'enfant. Et puis, ce qui était là intéressant pour nous, c'est que globalement, le soutien du médecin traitant avait un rôle important dans le score émotionnel. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qui doit parler à la salle, parce que globalement, la découverte d'un TND, alors quand on parle de dyslexie, c'est évidemment pas la même chose que quand on parle de retard de développement d'autisme ou de troubles graves indifférenciés. Néanmoins, on se rend bien compte de l'impact sur la fratrie, de l'impact sur le cercle familial dans son ensemble, de l'impact souvent sur le maintien de l'emploi des mères, notamment, et globalement, le soutien du médecin traitant, moi je l'admets volontiers, j'ai dû faire des arrêts de travail parce que j'étais absolument sans solution par rapport à des situations de handicap d'enfants qui se retrouvaient déscolarisés et où je n'avais plus rien à proposer aux familles, alors bien sûr en faisant des appels, etc., mais c'était des situations de précarisation financière extrêmement importantes, sans lesquelles le fait d'être accompagné, le fait d'avoir un interlocuteur qui passe des coups de fil, qui cherche des solutions, qui appelle l'école, c'était très soutenant. Le score adaptatif, donc ça rejoint ce qui a été dit dans la première présentation, hein, le trouble du spectre de l'autisme, c'était le trouble par rapport aux autres qui avait le plus d'impact, probablement avec un tableau qui peut être particulièrement difficile lorsque l'enfant peut sembler absent ou détaché, avec ce que racontaient aussi les médecins. Et puis, sur le score général, donc là aussi, c'était l'autisme. Et puis, ce qu'il y avait d'intéressant, c'est que le délai de diagnostic des troubles était très significativement, était aussi associé avec la qualité de vie des parents. Là aussi, donc, en plus même de... Voilà, plus on détecte tôt, plus on permet aussi aux parents de s'adapter, de faire face. Et ça rejoint un autre travail que j'avais mené, qui était une étude qualitative, où les parents... on avait étudié les parents, les AESH et les enseignants sur le vécu de l'accompagnement des enfants qui souffrent de TND. Et les trois disaient la même chose, c'est-à-dire que plus il y a du retard, plus il y a du déni, soit de la part des parents, soit de la part des professionnels de santé, plus il y a de la souffrance. Et c'était vraiment le regard croisé qui était intéressant. Après, les parents, là aussi, le niveau d'études plus élevé avait aussi un impact. Alors, c'est comme on le disait sur leur score général. Et puis, bien sûr, le fait d'être séparés, avec un taux de parents séparés dans cette étude qui était plus élevé qu'ailleurs. Là, ce sont des facteurs qui se rejoignent. Simplement je ne vous détaille pas, mais on avait les mêmes résultats sur l'évaluation de la qualité de vie. Voilà, la force de cette étude, c'est que c'est une étude qui a été faite en multivarié, qui a quand même inclus plus de 150 enfants de parents atteints de TND qui ont été recueillis dans plusieurs cabinets de médecine générale ou associations de patients. Et puis, on avait une des faiblesses, c'est que la majorité des personnes répondantes étaient des mères. Tout comme dans l'étude Cali, on n'a eu que des mères qui ont répondu, mais ça rejoint là aussi d'autres travaux, c'est-à-dire que la personne qui le plus souvent perd son emploi, qui le plus souvent se retrouve isolée avec les enfants en situation de handicap, étaient les mères. Il y avait bien sûr un biais de déclaration possible, puisque c'était des questionnaires qui ont été faits passer par des internes, et donc l'envie de plaire, et puis une puissance qui aurait pu être plus forte. Voilà, simplement, ce qui était à souligner, à mettre en perspective, c'est le rôle du médecin traitant dans la coordination de parcours, qui est un interlocuteur qui soutient la famille dans sa globalité. Je pense que c'est un message qui vraiment ressortait. Le délai jusqu'au diagnostic, qui est un enjeu majeur, à la fois avec ce que je vous ai dit avant, mais aussi en termes de qualité de vie et d'impact sur la famille. La scolarisation des enfants, et ça on s'y attendait, qui améliore la qualité de vie et les enjeux de comprendre ce système d'école
inclusive, qui en fait n'est pas si inclusive que ça quand on regarde la complexité du système. Et puis la situation conjugale, avec l'enjeu quand même de lutter contre l'isolement des parents séparés, parce qu'on en avait plus. Simplement dire que là, on a utilisé une méthodologie quantitative qui faisait suite à un travail qualitatif. Et en fait, ça s'incluait dans un travail de recherche mixte qui permettait d'identifier les leviers à activer. En fait, il y avait une dizaine d'internes qui ont travaillé en quali et en quanti. Et ce travail-là, il a été fait en parallèle, comme je vous le disais avant, en quali, sur les parents d'enfants en situation les parents, mais aussi sur les médecins scolaires et aussi sur les AESH et aussi sur la vie des médecins généralistes. Et on avait des résultats très proches. Le but, c'était pour tous et à chaque fois de lutter contre l'isolement. On a parlé des parents, des couples séparés, mais en fait, les professionnels AESH, médecins scolaires, médecins généralistes et enseignants, tous rapportaient le sentiment de solitude quand ils se retrouvaient face à un enfant qui était en crise, qui était en très grande difficulté, et le manque de coordination des acteurs autour du handicap de l'enfant. L'enjeu de la guidance parentale, comme je le disais, parce qu'on sait que ça va avoir un facteur pronostic et qu'on est assez peu outillé aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on commence à investir, mais pas suffisamment, avec des éducateurs, et le médecin généraliste ne peut pas tout faire, on ne peut pas aller au domicile, on ne peut pas accompagner les parents pour mettre en place de l'ergo et autres, mais ça a un impact. Donc ça, c'est plutôt des propositions qu'on a fait effectivement au niveau du ministère. La formation, est dans les pistes qui ressortaient, et je voulais vous le dire quand même ici, en qualitatif, c'était de penser une formation qui soit pluri- et interprofessionnelle, en associant parents, enseignants et professionnels de santé. C'est-à-dire qu'on fait tous face à des situations qui sont extrêmement complexes, et ce fonctionnement en silo crée une souffrance, parce que ça ressortait partout, qui est au détriment des enfants. L'enjeu du soutien des parents par le médecin traitant, et puis, ce que je vous disais avant, renforcer les liens. En fait, il y a une espèce d'indissociabilité des problématiques de formation entre les parents, les professionnels, la scolarisation, la santé de l'enfant. Il faut qu'on arrive à monter en compétences de façon globale sur le développement de l'enfant, sur les troubles du neurodéveloppement en particulier, mais je pense que là, il y a aussi un enjeu global dans la société actuelle sur le neurodéveloppement de façon globale de l'enfant. Voilà.